Dans ce chapitre, je vais vous présenter les différents concepts autour de la distribution. Alors d'abord, on va se poser toujours la même question. On va commencer par définir ce qu'est la distribution. La distribution, c'est l'ensemble des techniques qui consistent à mettre à disposition des produits auprès des clients. Parce qu'évidemment, on a vu dans les autres éléments du plan de marchéage, on a vu comment on crée un produit, on a vu comment communiquer, on a vu comment fixer un prix, entre autres. Maintenant, si le produit existe mais que les clients ne peuvent pas se l'approprier et ne veulent pas l'acheter, le produit ne sert à rien. Donc même si dans l'année, la distribution, c'est le dernier chapitre qu'on voit, dans les faits, cette distribution-là, elle est très très importante pour les entreprises. Alors, on va envisager le vocabulaire autour de la distribution. Tout d'abord, le canal de distribution. Donc, le canal de distribution, en fait, c'est un chemin. Le chemin qui va être parcouru par un produit pour aller du producteur au consommateur final. Donc, par exemple, je suis un hôtelier. Je vends mes chambres sur le site de internet de mon hôtel. Ça, c'est un canal de distribution. Je vends aussi mes chambres par l'intermédiaire de booking.com. Ça, c'est un autre canal de distribution. Je vends mes chambres d'hôtel par l'intermédiaire de l'office de tourisme. Je vends mes chambres d'hôtel par l'intermédiaire d'un Théo qui lui-même revend mes produits par l'intermédiaire d'une agence de voyage. Voilà encore un autre canal de distribution. Et l'ensemble de ces canaux de distribution, on appelle ça le circuit de distribution. Donc dans une entreprise, on va réfléchir justement de manière globale au circuit de distribution pour envisager les différents canaux qui me permettront de toucher un plus grand nombre de consommateurs. Le réseau, quand on parle du réseau de distribution, là, on va parler des personnes, donc les personnes physiques, les vendeurs, les agents de voyage, etc. Mais aussi des personnes morales, puisque dans mon réseau, je vais peut-être parfois créer des sociétés pour pouvoir distribuer mes produits. Et donc, ces personnes morales sont aussi des éléments et des personnes intégrantes à mon réseau. Alors, à quoi ça sert la distribution? Évidemment, on a vu dans un premier temps que distribuer ces produits, c'est mettre à disposition les produits aux clients. Mais la distribution a en fait d'autres fonctions. La première fonction, c'est ce qu'on appelle la fonction d'assortiment. C'est-à-dire qu'un distributeur, son rôle, ça va être de choisir pour son consommateur, pour son client, les produits qui vont lui correspondre. En effet, on ne peut pas mettre à disposition tous les produits qui existent pour le client. Et nous tous, on sait qu'on préfère aller dans certains magasins parce qu'il y a certaines marques qu'on va retrouver. Alors, il y a des marques qu'on retrouve partout, c'est très bien, mais il y a d'autres marques qui sont pas vendues partout. Et c'est pour ça qu'on va aller principalement dans un point de vente. Je vais, je sais pas moi, chez Carrefour parce que je retrouve certaines marques de lessive que je vais pas retrouver ailleurs. Ou je vais chez cet agent de voyage parce que je sais qu'il va distribuer ce marque, ou je vais pareil chez un marchand de vêtements pour cette marque en particulier. Donc ça, c'est la fonction de choix qui est fait par les distributeurs, la fonction d'assortiment. Mon distributeur, il a aussi une fonction de service, d'un service supplémentaire et d'information, puisque moi, en tant que fabricant, si je passe par un distributeur, je suis pas en lien directement avec mon client. Donc, je vais faire confiance à mon distributeur pour qu'il informe. Et puis parfois qui fournissent le service après-vente ou qui fournissent la réparation que moi je pourrais pas forcément fournir à mon client. Et enfin, la fonction de communication, puisque le produit, moi j'ai peut-être communiqué dessus dans la presse, j'ai peut-être communiqué dessus par les réseaux sociaux, mais à l'intérieur même du point de vente ou sur mon site internet, il va falloir le mettre en évidence, il va falloir le mettre en valeur. Et donc, pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle la PLV, publicité sur le lieu de vente. On va aussi utiliser le personnel de contact qui est directement dans le point de vente pour faire la promotion de mon produit. Et là, évidemment, c'est important pour moi que le distributeur soit très motivé pour vendre mes produits. Alors, on va envisager les différents circuits maintenant. Alors, les différents canaux. Les différents canaux, donc on a d'abord la distribution directe. Distribution directe, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un hôtelier qui vend directement sa chambre à un client sans passer par aucun intermédiaire. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire, donc c'est beaucoup moins cher, personne ne prend de marge entre moi et mon client. Vu que mon client il est directement présent, je le connais mieux, je peux directement mieux communiquer avec lui et répondre à ses besoins. J'ai un meilleur contact avec lui et je contrôle. Je sais ce que je vends, je sais ce que j'ai en stock, j'ai un contrôle en fait finalement sur mon offre de produits bien meilleur que si j'avais passé par un intermédiaire. Au niveau des inconvénients, c'est difficile, c'est un métier à part entière d'être distributeur, parfois c'est lourd, il va falloir que je le gère, c'est pas évident. Donc est-ce que je veux m'embarquer dans ce métier qui est pas forcément le mien?
Ensuite, est-ce que si je suis tout seul, je vais forcément être limité sur l'endroit? Alors surtout si j'ai un point de vente physique, je vais être présent à l'endroit où je suis présent physiquement. Même si je suis en ligne, bah, je vais forcément me limiter à, si je suis une petite entreprise, à à la présence virtuelle que je vais pouvoir avoir sur les réseaux sociaux ou sur mon mode de référencement, mais je vais peut-être parfois avoir du mal à rayonner. Et ensuite, si je suis dans une activité très très saisonnière, je veux que parfois c'est très compliqué parce que si je vends par exemple des chocolats et que je ne vends que dans un seul point de vente à Noël, je vais passer à côté d'une grosse partie de mon marché, donc j'aurai parfois intérêt à passer par d'autres personnes que moi. Alors d'autres personnes, ça veut dire utiliser des canaux courts et longs. Donc court c'est un intermédiaire, long c'est un intermédiaire et plus, enfin c'est deux intermédiaires ou plus. Donc par exemple, un intermédiaire, c'est je suis une chambre d'hôte, je passe par Booking pour vendre ma chambre d'hôte à mon client. Et deux plus, c'est je suis une chambre d'hôte qui vend ou une chambre d'hôtel qui vend mon produit à un tour opérateur qui lui-même revend à une agence de voyage qui va m'acheter mon produit. Alors l'avantage, c'est qu'évidemment, plus je vais multiplier les canaux longs et courts, plus je vais être facile, je vais être présent sur le marché puisque j'aurai d'autres intermédiaires qui revendront mon produit. Et donc, de manière assez rapide, je vais pouvoir augmenter mon chiffre d'affaires sans augmenter mon coût fixe puisque je n'investis pas dans un point de vente physique ou même virtuel en ligne. C'est les autres qui le font à ma place. Malgré tout, évidemment, c'est cher. Le coût est important puisque les intermédiaires, il faut que je les paye. Chacun prend sa marge. Et pour le coup, là aussi, je perds le contact avec mes clients et parfois, j'ai un peu plus de mal à connaître leurs attentes puisque je suis obligée de passer par mes intermédiaires pour savoir un peu ce que ressentent et quelle est l'humeur de mes clients. Et souvent, c'est à ça que servent les commerciaux dans les agences de voyage que vous avez peut-être vu dans vos stages. Leur objectif, c'est un peu de discuter avec les agents de voyage pour voir un petit peu quelles sont les tendances du marché au niveau de la demande. Alors sur le web, c'est un peu différent. Les premières, donc on utilise un vocabulaire spécifique. Pour les entreprises qui sont uniquement physiques, on va parler de brick and mortar. Donc celles-là sont pas sur le web, des entreprises physiques. Mais aujourd'hui, on a sur le web deux types d'entreprises, des pure players et des click and mortar. Les pure players, ce sont des entreprises qui ne sont uniquement présentes que sur le web. Par exemple, GoVoyage, c'est une entreprise que vous ne retrouvez pas physiquement. C'est Booking aussi. Ce sont des entreprises qui sont des pure players qu'on ne retrouve uniquement en ligne. Les click and mortar, ce sont des entreprises qui avaient au départ une présence physique et qui se sont rendues compte que maintenant il fallait être aussi présent en ligne. Il y a très très peu de brick and mortar, c'est-à-dire d'entreprises qui n'ont pas de site internet. La plupart sont devenues aujourd'hui des click and mortar, c'est-à-dire des entreprises physiques avec une représentation en ligne et de la vente en ligne. Pourquoi? Parce que au niveau des évolutions aujourd'hui, du fait de la concurrence qui est énorme, la plupart des entreprises ont développé ce qu'on appelle le multicanal. Le multicanal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois être présent sur tous les canaux pour pouvoir toucher un maximum de clients. Je dois avoir un site en ligne, je dois avoir un site de m-commerce, commerce sur mobile, parfois même commerce sur les réseaux sociaux. Je dois parfois être présent chez des revendeurs qui revendent mon produit, pour avoir ma propre marque. Enfin, il faut que je multiplie les canaux de distribution pour pouvoir toucher un maximum de clients. Ce qui est arrivé aujourd'hui est aussi le cross-canal. Donc le cross-canal, c'est pas la même chose que le multicanal, puisque le multicanal, c'est je multiplie les façons de vendre et les différents réseaux, les différents canaux de distribution, pardon. Le cross-canal, en fait, c'est le fait de pouvoir commencer l'achat d'un produit sur un support, par exemple sur ma tablette, pour ensuite le continuer sur mon site internet et aller récupérer mon produit en magasin. Donc j'ai fait l'ajout de différents canaux, cross-canal, pour pouvoir arriver à l'achat final. Alors il faut se méfier parfois quand même, parce que on l'avait déjà vu, quand on achète dans une franchise par exemple, si on achète sur le site en ligne de la marque, parfois on achète au franchiseur et pas au franchisé. Donc on a l'impression en commandant en ligne sur un point de vente, sur le site du point de vente qu'on achète dans le même groupe. Or, on va le voir tout de suite après, suivant les formes juridiques des entreprises, on n'est plus dans du cross-canal, puisque en fait, chaque entreprise a son propre chiffre d'affaires et ses propres ventes. Dernière chose dont je veux vous parler, c'est la marque blanche. Donc les marques blanches, en fait, ce sont des entreprises qui vont commercialiser les produits des autres, mais sans dire que ce sont les produits des autres. Et un exemple qui est assez flagrant, par exemple, c'est GoVoyage et Booking. Donc là, je suis dans la partie hôtel de GoVoyage, et quand je tape hôtel chez GoVoyage, vous voyez, je me retrouve tout de suite chez Booking. Moi, je sais que c'est Booking parce que je connais la structure de Booking et l'apparence physique de Booking, mais moi, je ne suis pas sortie de GoVoyage, je suis toujours chez GoVoyage. Qu'est-ce qui s'est passé?
Go Voyage a décidé en fait que c'était pas nécessaire de développer sa propre marque de vente de produits hôteliers. Booking le sait très très bien. Donc Booking propose à Go Voyage d'avoir quelque chose de blanc, une marque blanche, c'est-à-dire voilà, utilise mes services, mais c'est pas nécessaire de dire que c'est moi. D'accord? Donc moi je pense que je suis chez Go Voyage, en fait je suis chez Booking. Au niveau ensuite des formes juridiques, j'irai rapidement puisqu'on les a déjà vu beaucoup souvent. Donc dans les formes juridiques, là, si on a vu, bah voilà, je vais d'abord choisir le mode avec lequel je vais distribuer mes produits. Il va falloir ensuite que je choisisse juridiquement comment je vais m'organiser. Soit je peux être indépendante. C'est-à-dire, je possède tous mes points de vente et puis ou mon point de vente et je ne dépends de personne. Soit je peux en posséder plusieurs et les intégrer et là aussi, il y a peut-être plusieurs boutiques dans mon point de vente, mais ce sont tous les miens. Soit je peux franchiser, c'est-à-dire pour aller plus vite, décider d'avoir un concept et de passer un contrat avec une autre entreprise de manière à ce que ces gens-là vendent mes produits. Moi, je garde mon indépendance juridique, les commerçants gardent leur indépendance juridique, mais commercialement, on est liés. Et si le contrat est un peu moins fort que dans la franchise, on va parler de chaîne volontaire. Donc voilà, ça on l'a déjà vu, je rentre pas dans les détails, indépendant, intégré, franchisé, volontaire. Maintenant, sachez que quand vous achetez en ligne sur un site internet, parfois vous achetez chez le site du franchiseur et passez chez lui du franchisé. Et donc parfois la vente elle passe sous le nez d'une entreprise sur laquelle vous avez peut-être pu aller faire vos essais. Donc, mais ça on le sait pas forcément. Alors les franchiseurs essayent de quand même pallier un petit peu à ça en proposant aux franchisés de suivre la commande de leurs clients. Alors on va faire un tout petit arrêt sur les cas spécifiques des institutionnels. Les institutionnels, nous on les voit en tourisme, les ODT, les OT, CDT, CRT, qui parfois eux aussi sont devenus des distributeurs. Ils sont plus seulement là pour faire la promotion d'un territoire, mais ils font aussi de la distribution, si évidemment ils sont immatriculés. Alors pour deux raisons, soit parce qu'ils ont envie de vendre leurs propres produits, parce que ils ont besoin d'argent, hein, leur subvention baisse, mais aussi parce que parfois dans leur territoire il y a des petites entreprises qui n'ont pas l'argent pour se faire immatriculer, puisqu'on sait que pour vendre des produits touristiques, il faut être immatriculé. Et donc, ces entreprises préfèrent passer par l'office de tourisme au lieu de se faire immatriculer, et c'est l'office de tourisme qui les représente et qui vend, en prenant une marge évidemment. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les acteurs institutionnels, de plus en plus, dans le tourisme, ont ce rôle de vendeur et pas seulement de faire la promotion des territoires. On termine en envisageant quatre critères pour choisir un réseau. Donc, si je veux choisir mon réseau, je vais me poser la question de mon objectif. Est-ce que je veux être présent dans un seul endroit ou est-ce que je veux être présent partout? De mon efficacité. Est-ce que j'ai envie d'être dans tous les lieux de vente, dans les centres-villes, parce que je veux inonder le marché? Ou est-ce qu'au contraire, je me dis finalement j'ai le temps, je vais prendre mon temps et j'irai au rythme que ça ira? Ma rentabilité, peut-être que je vais utiliser Booking.com, 20% de marge, de taux de marge peut-être, mais je vais au moins être très vite rentable en pouvant louer plus mes chambres d'hôtel. Ou au contraire, parfois pas rentable, mais c'est bon pour mon image. Par exemple, je vais ouvrir un flagship, un navire amiral sur les Champs-Élysées. Ça me coûte très très cher, mais je sais que c'est très bon pour mon image. C'est par exemple le cas de Nike, par exemple. Les boutiques, elles sont pas très rentables dans ces grandes avenues, mais c'est bon pour l'image. Et puis les types de clients. Si je chouchoute mes clients, par exemple, comme je suis le Club Med où j'ai une révélation privilégiée, là, je vais avoir des petites boutiques avec des services qui vont être en one-to-one, le service individualisé, ma boutique, mon agent de voyage. Si par contre, je fais un peu la production de masse comme Go Voyage, là, un site internet me suffira largement. Voilà, vous avez toutes les informations sur la distribution, donc à ne pas négliger, puisque un très bon produit au très bon prix où on communique bien, s'il est mal vendu, on ne pourra pas faire de bénéfices. J'espère que vous avez tout compris et je vous retrouve pour la suite à très bientôt.